Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réglementation, bien sûr, européenne. On va s'intéresser également à ce qui se passe en Europe. On va un petit peu, se focuser sur l'Europe. On va regarder quelques alts qui peuvent être éventuellement intéressantes à recharger. On va faire une étude de la Total Value Locked, c'est-à-dire de la DeFi, et on va réfléchir un petit peu à ce que pourraient être les prochaines narrations du prochain bull run, si jamais il y en a un. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification et bien entendu nous rejoindre sur le Discord, mettre un like surtout et un commentaire, votre manière de prendre 3 secondes pour rétribuer l'heure et demie que je prends tous les jours pour vous faire un point météo. On est là sur la chart du BTC face au Bitcoin en 1 heure. Pardon, du BTC face au dollar. Ici, vous voyez la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule, qui est devenue une trendline dorénavant. Vous comprenez qu'on a eu une cassure ici, et là, dorénavant, on fait une déviation au-dessus, une déviation en dessous. Mais globalement, c'est en train de devenir une pente. Est-ce que ça va nous signifier un point de rebond, par exemple, à la rencontre de cette droite jaune, c'est-à-dire autour du 4 juillet, dans 2 jours 4 juillet qui sera férié aux États-Unis, donc là on est sur un assez long week-end. On peut imaginer que ce qui va se passer, c'est potentiellement plutôt une opportunité pour les market makers de venir un petit peu faire du nettoyage des leviers. Donc on va regarder attentivement aussi le sentiment. Donc voilà, pour l'instant l'analyse, on va dire, c'est que si on passe au-dessus de cette droite, on redevient un peu bull. Si on s'en écarte un petit peu, etc. Si on descend sur celle-ci et qu'on rebondit et qu'on retraverse celle-là, c'est bull également. Et si jamais on traverse les deux vers le bas et surtout qu'on fait un nouveau plus bas ici au 17 600, là c'est littéralement bien entendu la descente quasi jusqu'au 12 000, si jamais on peut trouver un support en dessous. En tout cas, on est un petit peu ici au milieu de, pas au milieu de rien, on essaye de tenir, on va dire, les 20 000 $, qui pour moi n'est pas vraiment un support, mais on a énormément de gens qui sont intéressés pour acheter ces prix-là. Vous le voyez ici par exemple avec notre ami la baleine numéro 3 qui est en train de recharger abondamment sur les niveaux des 18-19, rachat à nouveau de 700 BTC, 1500 en tout depuis les 3 derniers jours, et désormais il a une balance de 132 000 BTC. Concrètement, voilà pour l'action de prix. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus, enfin en court terme en tout cas. Et ici, vous voyez la stablecoin dominance qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus de la ligne de coup de cette épaule, tête épaule là ici, qui était donc une figure bearish. Vous comprenez que si la stablecoin dominance baisse, et bien du coup, on aura bien entendu un BTC qui monte et des altcoins. En l'occurrence, là ici, on va s'intéresser un petit peu à ça. Vous voyez qu'ici, on arrive sur une zone où il y a eu déjà pas mal de business qui a été fait, en tout cas depuis l'historique de la charte qu'on peut en avoir. On a quand même cette zone où il y a eu pas mal de business, et revenir ici un petit peu dans toute cette zone, c'est-à-dire une stablecoin dominance entre 10 et 13%, n'aurait rien d'incroyable, ça ne serait pas du tout choquant. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse, on va dire, technique court terme. On va maintenant aller voir la market cap totale pour voir un petit peu ce que ça nous dit également. Donc du coup là ici, vous voyez qu'en market cap total, on est sur le même type de figure que sur le Bitcoin, sauf qu'on s'éloigne un peu plus de cette fameuse ligne de coup là. Vous comprenez qu'on a vraiment été rejeté, et c'est pour ça que c'est très intéressant ici de regarder la market cap totale. On aura peut-être des signaux qui seront plus intéressants que sur Bitcoin. On a été rejeté par la ligne de coup là, et donc du coup on n'est plus du tout sur, vous comprenez, si on trace une trend, là pour le coup on s'en écarte, on a perdu cette épaule tête épaule inversée, et on est ici potentiellement en train de marquer une nouvelle correction. Personnellement, c'est pas forcément mon scénario privilégié, mais vous allez voir que on va aller de surprise en surprise au travers de cette analyse. D'abord, on va faire les news avec la régulation MiCA. On a plus ou moins le texte final. Il n'a pas été encore rendu intégralement public, mais on a Patrick Hansen, qui est un spécialiste de la régulation des cryptos, qui nous fait un thread là-dessus et qui nous explique un petit peu ce qui se passe. Donc, en Europe, globalement, les principaux objectifs de la réglementation de MiCA, c'est d'harmoniser le marché en Europe, de créer une régulation tout simplement, que tout ça soit un petit peu encadré, de prévenir les fraudes et augmenter la protection du consommateur, et puis d'améliorer la stabilité financière de tout cet écosystème. Concrètement, il y a pas mal de choses qui avaient déjà été mises déjà sur la table avant, mais principalement les principaux
les principaux aboutissements, c'est que la DeFi, à proprement parler, c'est-à-dire je parle pas ici de la CeFi, c'est-à-dire tout ce qui va être globalement, comment expliquer, justement, Voyager Digital, toutes les plateformes de lending, si vous voulez, qui peuvent exister en termes de plateforme. Là, en l'occurrence, on parle de DeFi, ne sont pas dans le miroir ne sont pas dans le télescope, comme on dit, dans le viseur du tout des MiCA. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle régulation sur la DeFi qui sera adoptée en 2023. Sur l'impact environnemental, pas de ban du proof of work. Vous savez que ça avait potentiellement ici mis sur la table que Bitcoin pourrait être, pour des questions d'environnement, écarté, on va dire, de la réglementation européenne, ou en tout cas banni en Europe, puisque ça aurait été une interdiction. Ça n'est plus le cas dorénavant. Les NFT sont en dehors aussi du viseur de la réglementation MiCA. Les fractions de NFT ne le sont pas, et bien entendu une réglementation sur les NFT sera à venir plus tard. Tout ce qui est les plateformes de lending, etc. ne sont pas dans le viseur, mais il y aura après les 18 mois, c'est-à-dire dans 2 ans et demi, puisque MiCA va rentrer en application d'ici 1 an et demi, donc même d'ici 3 ans, une réglementation spécifique. Sur les stablecoins, il faudra que il y aura bien entendu une grosse réglementation pour les gros paiements. Et puis ensuite, il y aura toute une réglementation aussi qui sera faite par le EBA, qui va superviser les stablecoins qui ont une certaine prestance, qui sont plus ou moins, on va dire, qui ont un certain volume. Tous ceux qui les mettent sur le marché devront avoir un siège en Europe, et ils doivent être backés par une réserve en cas de insolvency, de liquidation, enfin vous comprenez. Ça sera la même chose pour les stablecoins algorithmiques, c'est-à-dire qu'ils devront être backés aussi. Au niveau de la supervision, on aura l'ESMA et l'EBA, ça c'est ce que je vous avais expliqué déjà dans une autre vidéo. L'ESMA étant plus ou moins ici en charge de plutôt tout ce qui est plateforme, réglementation, etc. L'AML... alors ça, j'irai regarder un petit peu plus pour vous expliquer, parce que là, pour l'instant, je comprends pas. Tout ce qui est liability, c'est-à-dire que ici, toutes les CASPs, donc plus ou moins, on va dire, les échanges, seront responsables des pertes ou des hacks, enfin de tout ce qui est hack, etc. Donc du coup, ils devront rembourser leurs customers, leurs clients en fonction de tout ça. Et pour les assets qui n'ont pas vraiment de personnes identifiables, comme par exemple le BTC, les exchanges devront toujours fournir un white paper si jamais ils veulent les lister. Ensuite, le MiCA rentrera en application dans 18 mois, avec 12 mois pour la réglementation sur les personnes qui mettent sur le marché des stablecoins. Donc ils auront 12 mois pour se mettre en réglementation. Voilà les points clés pour l'instant. Il nous dit en gros, Patrick Hanson, que le MiCA n'est pas parfait, mais qu'au moins ça pourrait donner un certain cadre aux cryptos et à la finance décentralisée comme centralisée, pour pouvoir ici être finalement dans une frame, dans un cadre de structure en Europe. J'irai ici faire peut-être une étude un petit peu plus, dès que le texte sera public, j'irai vous faire une étude un petit peu plus poussée. Toujours sur l'Europe. Une inflation à 8,6% en juin, elle est prévue à ce rythme-là. On avait eu 7,4 en avril, 8,1 en mai, et désormais 8,6% dans les 19 pays qui ont adopté la monnaie unique. Donc là, ça chauffe un petit peu, bien entendu, et on imagine que Christine Lagarde, à un moment donné, va peut-être quand même pouvoir faire quelque chose. On était en période de taux négatif en Europe, c'est-à-dire qu'on était vraiment ici sur de l'argent plus que gratuit, et là, il y a un moment donné où il va falloir réfléchir à se dire que l'inflation va être là pendant un certain temps. Vous vous rappelez que Christine Lagarde nous disait encore il y a quelques mois que la hausse des prix était transitoire, et désormais on sait qu'il va falloir faire quelque chose au niveau des taux. Les taux n'ont pas été augmentés depuis plus de 11 ans en Europe, en l'occurrence là ça va être le cas, mais la question c'est à quel rythme, et surtout quel
Quel impact sur la dette, notamment de l'Italie, tout simplement. L'Italie extrêmement endettée en ce moment, et l'Allemagne est beaucoup moins endettée, et donc du coup, elle voudrait, ici l'Allemagne voudrait pousser pour qu'on augmente les taux très rapidement. Christine Lagarde est un peu au milieu de tout ça. En fait, on essaie ici de colmater l'Europe avec des consensus qui finalement sont relativement difficiles à tenir au niveau économique. Voilà. Ensuite, on repart sur, on va dire, des infos plus mondiales. Voyageur Digital qui annonce la suspension des retraits. Vous savez que ça, on l'avait plus ou moins prévu. En fait, Voyageur Digital est exposé sur Three Arrows Capital, qui eux-mêmes étaient exposés sur Luna. Ils ont pris un gros bouillon sur Luna, Three Arrows Capital. Voyageur Digital avait prêté plus de 680 millions d'euros à Three Arrows Capital, qui lui-même est en liquidation. Donc du coup, ici, ils annoncent suspendre les retraits. Il y a probablement un deal qui va être conclu, alors c'est pas sûr, mais c'est en tout cas dans les tuyaux, avec FTX qui prendrait le contrôle de Voyageur Digital, moyennant une ligne de crédit qu'il leur fournirait à 640 millions d'euros, et avec une option d'achat de 240 millions d'euros en plus, c'est-à-dire que ici, Sam de FTX mettrait 1 milliard sur la table pour acquérir le broker Voyageur Digital. Vous comprendrez ici qu'on est dans une logique de fusion-acquisition, c'est ce qui se passe généralement, comment dire, dans les grandes périodes de bear market et dans les grandes périodes d'explosion de bulles. Ceux qui ont eu une croissance propre et nette, alors à imaginer que ça sera le cas pour FTX, rachètent les autres qui ont eu un petit peu une façon de se développer un peu trop olé, voilà, on va dire ça. Comme disait, je crois que c'était Warren Buffett qui disait ça, c'est quand la marée descend qu'on voit tous ceux qui se baignent à poil. Ici, toujours sur Sam, qui nous parle d'inquiétude face à certaines plateformes qui ont des problèmes d'insolvabilité, pardon. Et du coup, ici, on a un FUD en ce moment. Alors, je sais pas à quel point c'est vraiment quelque chose qui pourrait se mettre en forme ou pas. Sur Qcoin, qui visiblement avait peut-être des expositions sur certains de ces, donc Luna, Three Arrows Capital, Babel, etc. Et qui, le démenti a été immédiat de la part de Qcoin, qui dit non, on n'a pas de coin collapse, on ne souffre pas, il n'y a pas de plan d'arrêter les retraits, et tout sur Qcoin marche très bien. Voilà, donc à partir de là, je veux pas envoyer le FUD, moi, je veux pas faire, mais bon, si vous avez bien entendu ici une grosse partie de votre capital qui est sur Qcoin, je pense qu'il serait peut-être prudent d'en mettre une partie ailleurs. Moi personnellement, c'est plutôt bien réparti, j'utilise pas mal Qcoin pour les petits coins un peu exotiques. Donc du coup, ici, je continuerai d'utiliser Qcoin, et j'ai retiré vraiment que les choses que je voudrais potentiellement ici garder à long terme. Tout simplement parce que tout est possible. Beaucoup de gens vont vous dire mais non, Qcoin c'est quand même gros, il n'y a pas de souci, ils sont pas exposés tant que ça. Mais finalement, prendre ici un petit peu des choses et les mettre sur votre Ledger ou sur un MetaMask, les choses qui vous paraissent vraiment que vous allez garder pendant longtemps, me paraît peut-être être une bonne idée dans ce type de contexte. On continue sur les news mondiales. Ici, on a les cryptos qui font la première page du Wall Street Journal avec l'effet domino des cryptos qui s'étale, on va dire. Voilà. Ensuite, on a toujours Three Arrows Capital, ça on en a parlé, en liquidation, et Voyager, on en a déjà parlé aussi. FTX aussi qui... excusez-moi, du coup j'ai fait une erreur. Voyager, c'est BlockFi, excusez-moi, qui serait ici en potentiel moment d'achat par FTX, autant pour moi. En fait, Voyager Digital, ici, je crois, essaye de trouver des lignes de crédit ailleurs. FTX a aussi regardé du côté de Celsius pour éventuellement racheter Celsius pour la somme de, je crois, c'était 2 milliards à l'époque. Et finalement, quand ils ont mis un petit peu... Non, c'était un peu moins. Quand ils ont mis un petit peu le nez dans les affaires de Celsius, ils ont dit, bah non, nous, on touche pas à ça, il y a trop de dettes, donc on n'y va pas. En tout cas, c'est BlockFi, autant pour moi. Et BlockFi, gros portefeuille, bien entendu, gros portefeuille et gros portefeuille client. Vous comprenez ici que FTX achète les clients, hein, ils achètent pas vraiment la société, et ils achètent une diversification qui peut être intéressante pour eux dans le futur.
Ici, des régulations en Afrique du Sud, en Inde, une proposition pour au Mexique que le Bitcoin soit monnaie légale. Et puis, voilà, pas trop d'autres choses ici sur Bitcoin. Sur le calendrier économique, vous voyez qu'on le 4 c'est le Independence Day, donc on n'aura rien le 4 juillet jusqu'à mardi. On n'aura pas de marché sur le Bitcoin. Et vous voyez que pour l'instant, pas de grosses dates à venir. On aura un petit peu des informations sur le marché de l'emploi à partir de jeudi le 7 et encore le marché de l'emploi le vendredi 8, mais ni information sur le GDP, donc le PIB, ni information sur le CPI pour le moment. Le CPI sortira donc le 13 juillet, vous le savez. Ici, le Dow Jones qui a fait son plus mauvais semestre depuis 1962. Je crois qu'on avait déjà regardé ici cet article avec finalement le fait que souvent ces très mauvais premiers semestres enchaînent un très bon deuxième semestre. Et puis voilà, globalement je crois qu'on a fait le tour sur les news que je voulais vous mettre en avant. On va faire maintenant le sentiment, carnet d'ordre avec ici quelques ordres qui viennent se glisser à la vente ici autour des 21 000, vous le voyez là, c'est tout ce carré là qui est arrivé du coup le 1er juillet, donc hier. Quelques ordres qui viennent se glisser à la vente, c'est pas des niveaux déconnants, 19 bitcoin, 20 bitcoin, 14 bitcoin, il n'y a rien d'exceptionnel, on voit pas des lignes à 1000 bitcoin ou quoi que ce soit. Et puis pas mal d'ordres ici, énormément d'ordres comme on les avait déjà identifiés, autour des 16 600 $, mais c'est pareil, on n'est pas sur des niveaux vraiment... Je vais décaler un petit peu pour voir. On n'est pas sur des niveaux déconnants. On a quand même ici bien 1500 bitcoins à l'achat, hein, quelque chose comme ça. Voilà, ça, vous voyez que ça correspond aux achats pour certains de baleines. Hein, donc voilà. Max Pain Price pour vendredi prochain à 20 000 $, donc ça appelle plutôt une latéralisation. Si on regarde globalement le Max Pain Price, on peut se dire que quelque part entre 19 500, même entre 18 500 et 22 500 restera un bon Max Pain Price. Vous voyez la cuvette ici qui se forme vraiment, et vous voyez que les grands strikes, hormis celui-là qui est bien au milieu, donc ça pourrait éventuellement nous dire que oui, par rapport à ces 1132 bitcoins, les market makers pourront faire un effort pour essayer d'arriver à ce prix-là, mais rien n'est garanti là-dessus. Ici, on est sur les marchés en levier. Vous voyez qu'hier, j'avais formalisé ce niveau de short à prendre. Il a dorénavant été pris. Ensuite, on a eu encore un niveau de short à prendre ici, puisqu'on a eu une augmentation du nombre de contrats en circulation. Ici, c'est l'open interest qui augmente, et diminution du funding. Ça va même quasiment jusqu'ici, mais bon, vous voyez. Ici, vous voyez qu'on vient à peine prendre cette liquidité, hein, là, donc tous ceux qui avaient garé leur stop loss pile poil ici ont été sortis. On va quand même garder ce niveau là parce qu'on est vraiment au dollar près là. Et ensuite, augmentation du funding très légère, tout en ayant une augmentation de l'open interest. Ça veut dire qu'on avait un point à prendre en long ici, vous voyez qu'il a été pris, et ensuite le funding réaugmente. Donc en fait, ce niveau en long, on peut le décaler puisqu'il a été pris. Le funding qui réaugmente avec l'open interest également. Ça veut dire que là, si vous voulez, comme le funding reste stable, on a à la fois du long et du short qui rentrent. Donc pour moi, on mettra ici une barre ici et une barre là. C'est-à-dire que tout simplement, c'est relativement égal. Par contre, on a une vraie augmentation du nombre de contrats en circulation, chacun plus ou moins dans les mêmes proportions, d'accord ? Donc voilà un petit peu pour la map des niveaux à prendre. Vous voyez qu'on a quelque chose à venir chercher sous les 18 956 et on a quelque chose à venir chercher au-dessus des 19 300 dorénavant en 5 minutes, hein. Là on est en 5 minutes, donc on regarde tendance au spot qui est plutôt à l'achat, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez que depuis voilà, on a vraiment un chemin de moindre résistance qui est plutôt à l'achat. Néanmoins, bon, vous voyez qu'on est un petit peu ici sur une sorte de recovery depuis qu'on a fait cette énorme mèche là de clôture semestrielle. La fin de la clôture semestrielle s'est faite vraiment en hausse. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne ici, peut-être une sorte de triangle. On va aller voir après finalement sur l'action de prix, ce que ça peut donner. Ici, on est sur iBlock, donc les positions que j'appellerais fraîches, les positions de liquidation que j'appellerais vraiment fraîches, c'est-à-dire qu'on regarde les 5 derniers jours ici. Vous voyez que iBlock nous dit, là, j'ai un peu plus de short que de long au-dessus de la tête. J'ai un delta de shorter à plutôt venir liquider, à hauteur ici de à peu près 4-5 milliards.
Et puis, donc si jamais on devait aller plus bas, ça nous donnerait les 18 100. Et si jamais on devait vraiment venir chercher ce delta de position assez important, vous voyez qu'on a une zone ici assez importante, je dirais venir chercher par exemple celui-ci, c'est-à-dire repasser les 21 500. Ça nous donne quand même une direction pour le week-end, à mon avis, c'est-à-dire plutôt ici une direction, vous l'avez compris, haussière. Sur Kingfisher, on ne dit pas du tout ça, on nous dit, regarde, sur le long terme, moi j'ai beaucoup plus de strikes à venir chercher en dessous dorénavant. Mon algorithme calcule que ces gens-là sont restés sur le marché, qui sont plutôt en longue et qu'ils ont essayé de se mettre à l'abri des 20 000 $. Donc du coup, j'ai une énorme poche de liquidité qui va jusqu'aux 14 000 $ à venir nettoyer ici dans ce camp-là. À l'inverse, si jamais je devais remonter ici, vous voyez que ça coordonne pas mal avec l'objectif des 21 500 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc est-ce qu'on va nettoyer en haut avant de revenir nettoyer en bas, ou est-ce qu'on va nettoyer en haut, accumuler encore du short, des gens qui pensent qu'on va vraiment retourner en bas et prendre le truc, etc. Vous voyez on a beaucoup switché auparavant vers le short sous les 20 000 $. À chaque fois qu'on passait sous les 20 000 $, on avait des forts niveaux de short qui disaient bon, bah, on va tout simplement à 10 000. Et puis là, j'ai le sentiment que ce passage sous les 20 000 ne se passe pas exactement comme ça. Alors bon, là c'est le week-end, voilà, peut-être qu'il y a des positions ici il y a moins de positions qui s'ouvrent, etc. On a un marché qui est peut-être moins dynamique, mais il y a du monde au-dessus, hein, vous le voyez quand je dézoome. On a quasi que du monde au-dessus, hein, c'est pas la question. Mais on a aussi des gens qui vont venir chercher, et c'est ça qu'il faut comprendre quand je vous montre les leviers, c'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a un mec qui est longué le dip, là, ici, si jamais il a pris un levier x3, il aura un prix de liquidation à moins 33% par rapport à ce point-là, ok ? Donc on va se mettre à moins 33%, et vous comprenez que là, ici, je vous montre les stop-loss, les stop-loss qui sont éventuellement à venir prendre, etc. C'est-à-dire les gens qui sont mis à l'abri d'un prix pour placer un ordre de vente, pour couper court à leur perte. Mais vous avez des gens également qui font tout simplement du levier pour aller jusqu'au prix de liquidation. C'est-à-dire ils sont prêts à perdre cette fraction-là de leur capital qu'ils ont mis en collatéral. Ils sont prêts à la perdre, mais ils pensent que le prix n'ira jamais, par exemple, à 12 643 $. Aujourd'hui, si on accumule énormément de longueur là et que le chemin de résistance, parce que vous voyez, quand je dézoome, le chemin de résistance au spot, de moindre résistance au spot, il est vers le bas, hein, ça paraît évident. Si jamais à ce moment-là on a que des leviers x3 par exemple en ce moment qui rentrent en se disant attends, on n'ira jamais à 12 000 $, c'est bon, etc. Et que ces liquidations là en levier x3, c'est-à-dire que si on augmente, vous augmentez 3 fois plus vite, mais si on descend à moins de 33%, vous perdez votre collatéral, et bien tout simplement ça donne exactement le prix des 12 000 $, 12 500 $, sur lequel moi je me suis positionné à l'achat et que je pense qu'on va toucher un jour. Ça veut pas dire qu'on doit y aller tout de suite. On peut très bien ici venir croquer un petit peu de ces longueurs, et vous savez que c'est mon scénario privilégié si vous suivez la chaîne tous les jours, qui serait plutôt, on va ici prendre, bon là je suis monté un peu haut, mais on va prendre ici quelque chose autour des 33 000 $, et ensuite on redescend aux 12, et là on a fait notre cycle, on va dire. Comme on peut très bien y aller tout de suite, voilà, hein, tout ça n'est pas une science exacte, vous le savez. Néanmoins, beaucoup de gagnants ici, finalement, dans les shorters, et peut-être qu'ici, il va falloir venir en sortir une partie à un moment donné. Ici, il y a eu un accouchement de prix très fort, il y a eu un price delivery très important, et donc du coup, il va falloir, à un moment donné, le contrer. Il y a un déséquilibre de marché, là, qu'il va falloir venir contrer dans l'autre sens, avec un mouvement potentiellement fort de la même teneur dans l'autre sens, pour tout simplement faire peur à ces gens-là qui sont, à l'instant T, beaucoup trop gagnants, et vous comprenez que ni pour les exchanges, ni pour tout le monde, tout ça n'est pas soutenable. Si les exchanges ici ont énormément de gens en levier x10 qui sont rentrés, il va falloir ici venir les sortir parce que, ou en tout cas les obliger à sortir en remontant, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils ferment leur position, parce que ça n'est pas soutenable pour les exchanges que de donner une partie de leur réserve de BTC à ces gens-là. 23 minutes de vidéo, on va aller un peu plus vite, avancer. Donc là ici, vous voyez on va dire l'action long terme. Je regarde si j'ai un petit peu tout fait dans les news. Oui, on va dire qu'il y a des choses qui peuvent ici être rendues à demain. Je voulais faire 2-3 alts aujourd'hui parce que je commence à re-rentrer moi tout doucement sur certaines alts dans lesquelles j'ai extrêmement confiance et dans lesquelles j'aime beaucoup le projet. Mais on va pas le faire dans cette vidéo là, on le fera probablement demain, puisque là on est déjà quand même à 24 minutes de vidéo. J'ai un peu trop parlé. Donc demain on fera
fera quelques alts à l'achat, des petits trucs tranquilles, vraiment pas trop risqués, ou potentiellement en tout cas sur support avec un joli OBV, voilà, commencer à rentrer tout doucement par petites fractions de capital sur des altcoins dont les niveaux de prix peuvent potentiellement être intéressants et où le momentum est vraiment chouette pour rentrer à l'instant T. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très agréable journée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et mettez surtout un like et un commentaire, ce qui pourra pousser cette vidéo vers le haut. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. La question du jour sera est-ce que vous allez dans des magasins bio ou pas du tout. Je fais une étude du coup en même temps avec les commentaires à la con sur les habitudes de consommateurs des gens qui sont intéressés par la crypto. Je vais finir par avoir vraiment une base de données assez sympa là-dessus. Donc voilà, répondez à cette question et puis on se retrouve dans les commentaires. Je vais commencer à aller les remplir, j'en ai quelques-uns de retard là. Donc du coup je vais commencer à les répondre à tout le monde comme c'est la coutume sur la chaîne. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt.